Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est le canal qui se veut être la référence unique en ce qui a trait à l'accompagnement de tous ceux-là qui veulent venir travailler, étudier ou s'établir de façon temporaire ou permanente au Canada. J'ai reçu beaucoup de questions concernant 2 vidéos que j'avais publiées concernant la régularisation massive des sans-papiers. C'est un programme annoncé par le gouvernement du Canada et l'immigration canadienne il y a près d'1 an de cela. Un programme qui doit voir naître 500 000 personnes, 500 000 résidents permanents selon le gouvernement du Canada. Qu'est-ce qui est déjà fait en ce qui a trait à ce programme? Parce que j'ai reçu beaucoup de questions, mais ce que je peux vous garantir, c'est que on a eu beaucoup de débats. Je vais donc vous inviter à écouter des personnes qui sont au timon des affaires, des personnes qui sont branchées immigration, qui sont pour la plupart des organismes de droits humains, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'immigration, qui va donc vous présenter un briefing de ce qui a été fait, ce qui va être fait, quelles sont les personnes qualifiées à ce programme. Avant même d'analyser avec vous, je vous invite à écouter cette déclaration afin de se faire une idée de ce programme. Ce n'est pas un oubli, mais le gouvernement tarde encore à dire de quoi il en est. Le gouvernement tarde encore à prendre la dernière décision concernant les 500 000 sans-papiers donc, qui doivent recevoir leur résidence permanente au cours de cette année 2023. Mais je dois vous dire, à l'heure actuelle, le public réagit beaucoup concernant ce projet, concernant ce dossier. On ne sait pas effectivement quelles sont les personnes qui seront qualifiées, mais je peux vous rappeler, c'est pas la première fois que le Canada a adopté de telles mesures concernant régularisation massive de sans-papiers. On se rappelle en 1973, il y avait eu un programme Opération Mon Pays que le Canada avait donné 39 000 résidences permanentes à ceux-là qui étaient illégaux au Canada. En 1981, Haïtiens vivant au Québec, 4 000 avaient reçu la résidence permanente. En 1983 jusqu'au 1985, comité d'examen ministériel, environ 1000 personnes avaient reçu de résidence permanente. En 2002, il y avait un programme spécial pour les Algériens sans statut au Québec. Environ 900 Algériens avaient reçu de résidence permanente. En 2021, programme des travailleurs de la santé durant la pandémie qu'on appelait les anges gardiens. Environ 10 000 personnes avaient reçu la résidence permanente. Et puis aussi, il y a un programme entre 2019 jusqu'à 2024 pour les personnes qui travaillent au niveau de la construction civile dans la ville de Toronto, environ 1000 personnes chaque année. Mais laissez-moi vous faire écouter rapidement ce débat qui est aussi animé concernant ces 500 000 personnes qui doivent avoir leur résidence permanente au cours de cette année 2023. Écoutez donc cette longue interview donc, afin de vous faire une idée comment ça va être la régularisation massive des sans-papiers. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Mika. Lisa Marie, qu'est-ce qui explique dans le contexte actuel que c'est maintenant qu'Ottawa a un intérêt pour aller de l'avant dans le dossier des sans-papiers? Bien, il y a tout un contexte qui pousse le gouvernement à se tourner vers ce programme-là. En fait, il y a une pénurie de main-d'œuvre majeure, n'est-ce pas, qui obsède toutes les entreprises et divers groupes de pression dans la société, le gouvernement.
On s'attend à un programme donc spécifique de la part du gouvernement là-dessus. Depuis, notamment, que le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, à sa nomination en décembre 2021, a reçu une lettre de mandat qu'on appelle. Dans cette lettre, donc, on lui demandait de poursuivre l'exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Donc, c'était assez clair et on voit bien ici le lien économique avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc là, il avait laissé entendre qu'il planchait là-dessus, qu'un programme de régularisation serait annoncé au courant de l'année 2022. On est en 2023, ça n'a toujours pas eu lieu, mais on l'attend prochainement. Et toi, tu as voulu revenir à la base et comprendre comment on devient sans-papier. Tu as rencontré pour un tournage plusieurs personnes qui sont considérées sans-papier, qui ont des parcours très différents. Qu'est-ce que tu retiens de leur histoire d'abord et aussi qu'est-ce qui t'a frappé, toi? C'était vraiment des parcours tous très différents, mais c'était des récits extrêmement émouvants. Je dois préciser que d'abord, on a voulu, quand on a fait la vidéo, préserver l'anonymat des gens. C'était très important. Donc, on a fait des entretiens et les gens ont décidé de se présenter à la caméra avec des lunettes, souvent donc un masque de procédure. Donc, on a choisi des noms d'emprunt aussi pour ces personnes-là. Journalistiquement parlant, la crédibilité, on sait qu'elle repose sur des témoignages à visage découvert là, en journalisme. Mais ici, l'anonymat, c'était vraiment une condition non négociable pour les témoignages. Ces gens-là sont dans des situations tellement précaires, sont susceptibles carrément de se faire expulser du pays. Là. Donc, il y a une question de sécurité, évidemment. Il n'y a pas d'autre moyen pour eux de pouvoir s'exprimer librement qu'avec un masque là, ou le visage partiellement découvert et sous le couvert de l'anonymat. Tu parlais également de récits émouvants. Qu'est-ce qui t'a touché dans les récits qu'on t'a partagés? Bien, la première chose, je pense, c'est qu'ils nous parlaient tous de leur famille qu'ils avaient laissée derrière. Évidemment, ils voulaient les revoir, même après quelques années, 10 ans. Il y en avait que ça faisait 20 ans qu'ils étaient ici. Donc ça, c'était un espoir qu'ils avaient toujours. Alors, c'était assez touchant de penser que ces gens-là n'avaient pas revu leurs enfants, leurs femmes, leurs mariés depuis tant d'années. Je pense au cas de Mamadou, lui, qui a été 22 ans sans voir ses enfants. Donc, son souhait le plus cher, c'était de les retrouver un jour. Ces gens-là aussi décrivaient une grande précarité par rapport à leur emploi, hein, parce que, évidemment, c'est des gens qui travaillent, qui doivent subvenir à leurs besoins. Ils acceptent les emplois qu'on leur offre. Ils n'ont pas grand pouvoir de négociation. Puis même, évidemment, au moment de verser leur salaire, il y a des retards de paiement. Ils font des heures extra qui ne sont pas payées nécessairement. Je travaille avec des agences qui m'emmènent et puis qui savent que mon statut et qui m'exploitent comme ils veulent, comme ils connaissent, malgré ma compétence dans toutes les choses, mais avec eux, comme ils savent que je n'ai pas un bon statut, ils m'utilisent et puis c'est ça, je vis dans cette difficulté-là. Ils vivent un immense stress. L'isolement aussi ressortait beaucoup. Les gens sont très secrets par rapport à leur identité, à leur vie. Ils ne rentrent jamais dans le détail, même après plusieurs années. Donc, ils ne peuvent pas se permettre que quelqu'un les dénonce. J'ai même entendu dire que les dénonciations, ça pouvait venir d'un proche. On vit une chicane avec quelqu'un qui, finalement, va faire un petit appel à l'Agence des services frontaliers. J'ai même entendu un cas où c'était une enseignante qui avait vu qu'un enfant, ses parents étaient sans statut, elle avait dénoncé. Donc, ils vivent vraiment dans une peur constante. C'est quelque chose que j'avais remarqué. Puis, il y a une histoire en particulier que j'ai vraiment trouvée déchirante. C'est Yasser, donc un nom d'emprunt. Donc, c'est un homme originaire du Maroc, un père de 6 jeunes enfants qui vivaient des difficultés économiques dans son pays. Puis, il a été recruté par une firme québécoise spécialisée dans le recrutement, en fait. D'abord, j'étais ébloui par les opérations séduction que fait le Canada pour attirer des ouvriers, des travailleurs étrangers qualifiés ou moins qualifiés. J'ai postulé alors à un petit emploi, à un poste. Par la suite, j'étais sélectionné et recruté par une entreprise canadienne. Je me souviens d'une petite phrase là qu'on mettait sur les publicités là, travailler et y rester. C'était une condition alors pour venir ici. Il a décidé de laisser sa famille derrière pour venir travailler ici. Il a vendu sa terre, il y avait une petite oliveraie. Il est arrivé à Montréal début 2020 et là, sa vie est tournée au cauchemar. À l'aéroport même, on l'informe que son emploi a été coupé. Il y a eu des compressions.
Il y avait pourtant une offre d'emploi, il y avait pourtant un contrat, mais là, l'emploi ayant été coupé, on ne peut pas lui mettre de permis de travail, donc il a signé des documents pour s'engager à repartir dans son pays d'origine. Donc, il y a eu une mesure de renvoi automatique et ça a été une très grande surprise pour lui. Il nous expliquait qu'il a quand même décidé de rester. Je me suis rendu compte que si je retourne là-bas, je suis totalement fichu. J'avais rien, pas de travail. Nos biens ont été vendus. Moi et mes enfants, nous sommes déjà une famille pauvre et qu'on lutte toujours pour vivre mieux. Vous savez, lorsque je vais dans un parc, je pleure parfois parce que je vois des enfants. Et que mes enfants, là, on habite dans une banlieue et que c'est très dangereux qu'ils sortent. Tous les espoirs de sa famille reposaient sur ses épaules. Donc, il s'est dit, il faut que je reste au moins pour espérer trouver un autre emploi puis faire un peu d'argent. Mais ça, évidemment, il savait que ça allait être dans des conditions sans papier, évidemment. C'était extrêmement difficile. Et aujourd'hui, c'est quoi sa situation? Aujourd'hui, ça fait maintenant bientôt 3 ans qu'il est sans statut, qu'il travaille comme il peut, mais il nous disait il avait perdu du poids, il travaille très fort, il est extrêmement fatigué, il se fait énormément de soucis pour sa famille, sa femme avait des problèmes de santé, donc je pense que c'est des grands sacrifices qu'il fait en ce moment, mais ils font énormément d'espoir dans un programme de régularisation. Comme journaliste, Lisa Marie, comment on fait pour avoir accès à ces gens-là? Comment on trouve des gens qui ont une situation précaire, mais qui ne veulent pas non plus qu'on les reconnaisse et qui ne veulent pas parler de leur situation publiquement nécessairement? Oui, c'est toujours le défi comme journaliste. On a difficilement accès à ces gens-là. On peut comprendre pourquoi. Ils vivent dans l'ombre. Alors, on a toujours besoin d'un intermédiaire. Dans ce cas-ci, il y a l'organisme Solidarité sans frontières qui est très connu. Son mandat, c'est militer là, pour les droits des sans-papiers. Ça nous donne un peu plus facilement accès à ces gens-là, mais c'est sûr que si on n'a pas la confiance des gens, on n'aura pas de témoignage. Grâce à ces témoignages, on comprend mieux qui sont ces gens-là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui continuent de se poser la question pourquoi le gouvernement devrait agir dans la situation des sans-papiers. Ça reste quand même très impopulaire comme dossier. Oui, il y a des réticences, puis c'est difficile à dire c'est quoi les intentions du gouvernement, comment il va vendre cette politique-là, ce programme-là. Est-ce que ça va être présenté comme un programme venant combler une pénurie de main-d'œuvre ou comme une grande politique sociale comme ça se fait en Europe? Parce que en Europe, il y a eu des dizaines de programmes de régularisation depuis le début des années 2000, donc plusieurs par année, dans divers pays. L'Italie et l'Espagne sont particulièrement actifs. Il y a eu la Suède, le Royaume-Uni, l'Irlande, donc plusieurs pays. Et en Europe, les programmes de régularisation, c'est un peu normal pour les gouvernements. C'est même considéré comme une politique sociale, d'une certaine façon. Et j'ai parlé à un chercheur de l'Université d'Ottawa, David Moffett, c'est un spécialiste des politiques d'immigration. Il a étudié en particulier celle de l'Espagne et il comparait ça à des politiques un peu sur l'itinérance, c'est-à-dire que les personnes itinérantes ont besoin de services sociaux, de soins de santé, sans quoi on peut se retrouver avec des assez graves problèmes de santé publique, de sécurité publique même. Donc, on peut évidemment pas les faire disparaître, les repousser. Donc, les gouvernements en Europe procèdent à des régularisations de manière périodique pour remettre les compteurs à zéro puis s'assurer vraiment que tout le monde ait accès aux services sociaux. Que tout le monde parte sur une base égale, dans le fond. Là. Oui, exactement. Et au Canada, il faut dire qu'il y a quand même un historique de régularisation des sans-papiers depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Il y a eu plusieurs programmes plus ou moins ciblés là, dans les dernières décennies. C'est vraiment sous Pierre Elliott Trudeau qu'on a vu le plus gros programme de l'histoire du Canada se mettre en branle. Ça s'appelait Adjustment of Status en anglais. Donc, pour le Canada anglais, on l'avait traduit pour le Québec, dans le fond, pour les francophones, Opération Mon Pays. Donc, ça a eu lieu en 1973, il y a exactement 50 ans. C'était en fait une stratégie de correction, c'est-à-dire que dans la fin des années 60, autour de 67-68, il y a eu une vaste campagne de promotion. On accueillait des immigrants en grand nombre et on avait permis à des personnes qui détenaient un visa de visiteur de demander la résidence permanente une fois rendus au Canada. Donc, ça a attiré beaucoup d'Américains, notamment des draft dodgers, des gens qui ne voulaient pas s'enrôler dans l'armée pour aller à la guerre du Vietnam et qui sont venus comme visiteurs au Canada et que là, on leur permettait de demander la résidence permanente. À un moment donné, les gens, dans l'opinion publique, on disait que cette politique-là était comme incontrôlée. Il y avait tellement de gens qui voulaient utiliser ce moyen-là pour devenir résident permanent au Canada. Donc, on a fermé les vannes de ce programme-là, mais ça a créé un inventaire immense. Donc là, quelques années plus tard, le projet de loi a été adopté en 72, mais le programme a réellement ouvert au mois d'août 73. On s'est dit, tiens,
on va ouvrir la porte à la régularisation et on permettait même à des gens qui étaient aux études de demander la résidence permanente. Donc, ça a été comme une grande porte ouverte à tous les gens sans statut, donc pour avoir des papiers finalement. Et il y a beaucoup de gens qui ont profité de ce programme-là? En fait, pas autant que les autorités l'auraient souhaité. Il y a eu 50 000 demandes, si on veut, puis finalement, il y a eu 39 000 personnes qui ont été régularisées en vertu de ce programme-là. Donc, ça n'a pas eu le succès escompté, puis bon, ça s'explique de diverses manières, mais notamment le fait que ça a été ouvert seulement pendant 2 mois. Ça n'a pas laissé beaucoup de temps, mais bon, il y a des experts qui se sont penchés là-dessus, mais ça reste que le gouvernement était déçu, puis ça a dérangé parce qu'à l'époque, c'était Pierre Elliott Trudeau qui était donc premier ministre. C'était l'époque aussi du Parti libéral du Canada où on avait cette idée, on ne gouvernait pas à courte vue nécessairement pour la prochaine élection, mais c'était cette idée qu'on voulait faire des grands changements de société. Donc, évidemment, il y avait toute l'idée du multiculturalisme qui transcendait toute la pensée politique de Pierre Elliott Trudeau. Donc, c'était une sorte de legs aussi, ce programme-là. Alors, malheureusement, pour lui, ça l'a un peu déçu. Mais justement, il y a une espèce de retour de l'histoire. Est-ce que le fils de Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre Justin Trudeau, est-ce qu'il pourrait faire à peu près la même chose ou compléter le travail de son père 50 ans après? On peut s'imaginer que ça pourrait être son intention, mais on n'a pas d'idée encore comment il va présenter ça. On n'a pas du tout jusqu'ici souligné en grande pompe là, les 50 ans de ce grand programme de régularisation-là, mais peut-être effectivement que Justin Trudeau pourrait lui aussi vouloir laisser sa marque. Il faut parler maintenant du programme en tant que tel. Qu'est-ce qu'on sait du plan d'Ottawa jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on sait ce qu'Ottawa veut mettre de l'avant? On sait bien peu de choses. Si ce n'est qu'au cours de la deuxième année 2022, les médias ont maintes fois prédit que ça s'en venait. Puis finalement, on est en juin 2023 et il n'y a toujours rien qui a été annoncé encore. Par contre, si on se prête à un exercice de projection, moi j'ai parlé avec une avocate puis un professeur de l'Université d'Ottawa, donc David Moffett, cet expert en politique d'immigration. Puis ils ont énoncé quelques conditions gagnantes qui, selon eux, devraient se retrouver dans ce programme-là. À commencer par, ce que ça coûte pour soumettre sa candidature, ça ne devrait pas être un prix trop élevé. C'est une question d'accès. Il y a une dimension sociale aussi, de ne pas avoir juste des visées économiques à courte vue, de combler une pénurie de main-d'œuvre. En Europe, c'est beaucoup comme ça. Donc, tous les programmes de régularisation ne donnent pas nécessairement une résidence permanente, mais on va donner un permis de travail. Donc, on va sortir de l'ombre la personne en lui donnant des papiers, mais un permis de travail, c'est temporaire. C'est pour 1 an ou 2. Bon, généralement, quand on le renouvelle 4, 5, 6 fois, à un moment donné, on a accès à la résidence permanente. Mais les chercheurs disaient, pour vraiment que ça fonctionne, il faut promettre la résidence permanente pour attirer les gens avec des conditions à la clé, donc comme l'accès aux soins de santé, tout type de services auxquels donne accès la résidence permanente. Il faut aussi s'assurer et convaincre, en fait, les gens que s'ils donnent leur nom pour se régulariser et puis que ça ne fonctionne pas, on ne va pas avoir maintenant une liste de gens expulsés. Là. Les gens ont très, très peur de sortir de l'ombre. Alors, justement, si ils postulent à un tel programme et que ça ne fonctionne pas, il faudrait vraiment les rassurer et dire qu'ils vont pouvoir continuer leur vie d'avant. Et à cet effet, je sais que ça a fonctionné comme ça dans le cadre du programme de 1973. C'était des organismes communautaires ou religieux ou des OBNL qui prenaient les noms des gens. Les gens avaient davantage confiance. Et puis ensuite, c'était transmis au gouvernement de façon anonyme. Puis il y avait tout un processus qui permettait quand même de traiter le dossier, mais à un moment donné, de protéger les gens. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus simple possible, dans les conditions aussi, que les formulaires soient simples à remplir, que les gens n'aient pas besoin d'être toujours accompagnés par des avocats ou des organismes, et le moins discrétionnaire dans l'application des critères. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes sont considérées comme sans-papiers présentement qui pourraient profiter d'un éventuel programme du gouvernement fédéral? Ça, c'est le gros défi parce que non, on n'en a pas d'idée. Il existait, en tout cas jusqu'ici, jusqu'à tout récemment, aucune méthode de calcul ni de statistique fiable. Malgré les efforts des gouvernements canadiens successifs, donc depuis les années 70, qui ont essayé d'estimer cette population-là, il n'y avait rien. C'est des gens, finalement, qui arrivent avec un permis d'études, un permis de travail, un visa de visiteur, puis le visa vient à expiration, puis les gens décident de rester. Alors, ils sont enregistrés nulle part, finalement. On ne sait même pas s'ils se trouvent encore au pays ou s'ils ont quitté, donc c'est très difficile. Les chiffres qui sont avancés, c'est qu'il y en aurait entre 80 000 et 500 000. OK, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, là, du tout. Là. Non, c'est un très grand écart. En fait, on ne le sait pas du tout. Et depuis novembre 2022, l'Agence des services frontaliers du Canada, maintenant,
commence à colliger les données, non plus seulement sur les entrées, mais aussi sur les sorties. Seulement aux frontières aériennes et terrestres, mais quand même. Donc, il y a eu des modifications réglementaires qui obligent les transporteurs aériens maintenant à fournir ces données-là. Également, il y a des accords avec les États-Unis. Donc, quand les gens quittent le Canada pour entrer aux États-Unis par la voie terrestre, alors les États-Unis donnent ces chiffres-là au Canada et vice-versa. Donc, il y a des accords, puis ça va nous permettre de savoir finalement, on ne saura pas où se trouvent les personnes dans le Canada, mais ça va nous permettre de savoir cette personne-là a quitté, où elle n'a pas quitté, puis quel est son statut. Ouais. C'est assez clair aussi qu'il y a une différence d'approche entre ce que le Québec aimerait proposer et ce qu'Ottawa s'apprête à proposer. Oui, on sent beaucoup plus d'empressement du côté d'Ottawa. Le Québec est plus prudent. C'est sûr que la ministre Fréchette reconnaît que ces gens-là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça pourrait être très intéressant de leur donner un statut, des meilleures conditions. Mais le Québec est quand même dans une position d'observateur. C'est particulier parce que dans les années 80, il y a eu un programme pour régulariser les Haïtiens en territoire québécois. Et là, c'était l'inverse. C'était le Québec, la locomotive. Il a fait plusieurs propositions à Ottawa qui refusaient chaque fois. Puis à un moment donné, ça a fini par se faire. Mais c'est beaucoup le Québec qui avait insisté pour régulariser les Haïtiens. Bon, Lisa-Marie, tu couvres les questions d'immigration et la question des sans-papiers depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui laisse croire que cette fois, ça va fonctionner, ce programme de régularisation? C'est la première fois, en tout cas, que je vois un réel espoir naître du côté des organismes et des personnes sans statut qui le défendent. Le gouvernement a clairement ouvert la porte, là, ça c'est évident. Et puis on dirait que les organismes ont mis le pied dans la porte puis accentuent la pression. Donc il y a de plus en plus de manifestations, il y a plus de sorties publiques. On voit maintenant les gens témoigner avec un masque, mais on les voit dans des conférences de presse, dans des événements publics, alors qu'avant on se retenait presque d'en parler. Tu sais, on se disait que ces gens-là voulaient rester dans l'ombre, on voulait pas parler d'eux. Alors vraiment, on sent qu'ils ont un désir d'être entendus, puis ils ont vraiment ce souhait-là d'enfin accéder à la résidence permanente. Je crois que j'aurai des ailes. Je vais travailler humblement, aisément. Je contribuerai, je sentirai que je suis quelqu'un de contribuable pour le pays. Je pourrai revoir mes enfants, ils sont toutes petites, ils sont pas grands. Je pourrais aussi faire beaucoup de choses pour suivre mes études, faire des formations pour gravir les échelles. En total, la régularisation, c'est le seul bien que j'espère, que je prie Dieu que j'aurai un jour. Ouais, dans le fond, ce que ces gens veulent, ce sont des conditions plus humaines. Exactement. Ils veulent juste une chance de pouvoir contribuer et puis que leur contribution soit reconnue. Donc, vous avez écouté avec beaucoup de patience les différents intervenants, la dame et puis le monsieur, donc, qui faisait beaucoup de questions sur cet éventuel programme du gouvernement. Et vous avez aussi écouté des sans-papiers qui voulaient donc cacher leur nom. Et c'est normal parce qu'ils ont peur qu'ils soient renvoyés dans leur pays. Et je pense que ce dossier, c'est un dossier que tout le monde doit prendre part, les Haïtiens, les Africains, les Algériens, les Africains de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire. Tout le monde doit y prendre part afin que le gouvernement puisse prendre une décision en faveur de ces personnes-là qui ne peuvent pas vraiment travailler de façon légale, qui travaillent sous la table et qui ne reçoivent pas vraiment de bénéfices à cause de leur statut. Donc, c'est un sujet qui doit interpeller la conscience de toute personne immigrante ici au Canada. Donc, je vous laisse avec cette vidéo dans l'espoir que vous partagez avec vos contacts. Vous allez laisser un commentaire afin que le gouvernement puisse écouter la voix de ces personnes-là. C'est la voix des sans-voix, les sans-papiers, des personnes qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer visiblement, qui sont dans le noir, qui ont peur d'être expulsés du pays. Donc, vous pouvez leur prêter votre voix afin que le gouvernement du Canada puisse entendre. Excellente journée à tous. On se voit au cours de cette semaine, sans oublier, dimanche, on sera ensemble dans Parler avec Immigration TV Canada. Là, nous vous donnons rendez-vous afin de répondre à vos questions, de vous aider, de vous orienter dans vos démarches d'immigration. Excellente journée à tous. Au revoir.